Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique de la saison 4 de Wakfu, aujourd'hui épisode 10. Euh, Quoi dire? J'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai les larmes aux yeux. C'est... J'ai toujours du mal à croire que ça va se terminer sur une note positive. Mais bon Dieu que ces épisodes sont bien. Comment vous dire? Quand Wakfu est sorti pour la première fois, j'avais quelque chose comme aux alentours de 11 ans à peu près. Donc Wakfu, ça fait vraiment partie de ces séries qui ont bercé mon enfance, qui m'ont marqué au niveau à la fois de leur histoire, de leur musique, de leur design, de leur graphisme, de tous ces genres de trucs-là. Alors il n'y a pas que Wakfu, j'ai grandi avec Wings Club, j'ai grandi avec Code Lyoko, qui pour moi sont les deux autres séries vraiment qui m'ont appris qu'un dessin animé pouvait être sérieux, parler de thèmes importants, tout en s'adressant à des enfants. Avant même que je découvre réellement l'animation japonaise, parce que l'animation japonaise, j'ai aussi grandi avec, mais je savais juste pas que ça venait du Japon. Des trucs comme Magical Doremi, par exemple, Princesse Sarah. Quand t'es gamin, si on te le dit pas, tu le sais pas. Surtout à l'époque, surtout dans les années 2000. Et je dois bien admettre que là, cette saison 4, je l'ai attendue pendant très longtemps. J'ai mis du temps à la rattraper, puisque j'ai eu des problèmes plutôt personnels sur lesquels je vais pas m'étendre, mais ça se sent vraiment que c'est une conclusion d'une époque. Et ouais, je dois bien avouer que ça me touche beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Pour quelques détails, mais un en particulier, mais je vais y revenir. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on continue à suivre Hugo qui fait ses petits entraînements avec Oropo et avec Bouillon. On on suit Nora qui se fait du coup contrôler par Ephraim et qui regagne conscience en arrivant dans le nécromonde. En fait, elle se fait pétrifier, si on peut dire ça comme ça. Tauros, ça lui dit qu'elle a un gros potentiel, puisqu'elle a quand même réussi à ouvrir un portail entre le monde des doses et le nécromonde, même si c'était pas forcément de son fait, mais elle en a la capacité. Ça a été possible que parce que Ephraim a un lien particulier avec la grande déesse. C'est Tauros lui-même qui nous l'a dit. Enfin, c'est pas Tauros, c'est Nora elle-même qui nous l'a dit. Je sais que dans une version euh, d'un ancien jeu Wakfu, auquel je n'ai pas joué mais dont j'avais eu quelques informations, Ephraim et Nora étaient un petit peu mis à part par rapport au reste de la fratrie, à tel point que certains ont supposé que peut-être qu'en fait Nora, d'une manière ou d'une autre, était la déesse Héliatrope, ou en tout cas avait un lien très fort avec, puisque c'est sur elle qu'on se reposait pour sauver le monde plus ou moins dans ce jeu-là, avant qu'elle ne se sacrifie en utilisant l'énergie de la planète sur laquelle ils étaient. Et aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, Nora fait partie des personnages avec pas mal de potentiel. Je pense que tous les Héliatropes l'ont, mais ça me fait vraiment... Je trouve ça du coup vachement dommage qu'on ait toujours pas vu Mina et Glip, du coup, qui sont les deux seuls membres de la fratrie des Héliatropes et des dragons primordiaux d'origine, quoi, qu'on n'a pas vu. Et j'ai envie de croire qu'on va peut-être les revoir à la fin de cette saison. Mais ouais, donc voilà, Nora se fait avoir et du coup, Tauros, euh, Tauros se dit que bah effectivement, on va peut-être éviter que Hugo ne devienne une réelle menace, même si lui-même n'y croit pas vraiment. Parce qu'en fait, alors qu'Ephraim s'est un petit peu pris de son énergie, Hugo s'est relevé en étant à moitié inconscient, pas forcément trop savoir ce qu'il faisait. Et donc il a essayé de se défendre d'une manière ou d'une autre. Et Tauros se dit bon, ok,
veux bien m'en débarrasser, de toute façon on a notre portail, tout devrait se faire. Et donc il manque de le faire ça. Ephraim est un personnage très intéressant, même si on ne voit pas grand chose de lui, réellement. Mais il a sa petite discussion avec la déesse Héliatrope où il lui dit: mais vous êtes lâches, vous allez vous barrer à la moindre occasion, vous allez nous abandonner, vous vous cachez derrière vos belles vertus, vos beaux discours. Et il prévient les autres qu'un de ces quatre, ils vont finir par découvrir, par se rendre compte de la vraie nature de cette déesse, quoi. Qui a l'air paix, amour, bienveillance et tout ce que tu veux, mais que je ne sens toujours pas. Alors je ne sais pas si c'est dans son jeu, si c'est dans sa voix, si c'est dans ses actions. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me dérange avec ce personnage. Je n'arrive pas à le prendre au sérieux comme étant un personnage réellement bon. Mais ouais, Ephraim nous explique que bah, il n'a plus d'émotions, donc il voit juste la grande déesse comme un truc pour se nourrir, et que ouais, il estime qu'elle n'est pas digne de son rang de déesse, et c'est quelque chose, ça reste un thème qui a été planté depuis la saison 3. Cette notion que les dieux ne font pas assez de choses pour leur peuple, pour ceux qui croient en eux. Et c'est pour ça que les dieux, on les a jamais vus trop interagir avec leur peuple. Et c'est notamment tout ce qui comment dire, c'était toute la tension qu'il y avait justement entre Tristepin et Gulthard. Parce que Gulthard est l'un des fils du dieu Yop. Et en fait, bah, il s'est retrouvé à devoir élever une réincarnation de son père, mais qui n'avait aucun souvenir de tout ça, quoi. Et qui a eu sa propre famille pour qui il a été présent, alors que lui a grandi sans son père. Ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup. Je dirais pas que je suis, comment dire, je ne suis pas croyante. Je ne me reconnais absolument pas dans les religions monothéistes, en tout cas, qui circulent, les trois qui sont bien en vogue, là, en ce moment. C'est pas du tout mon truc. J'ai pas reçu l'éducation, j'ai pas, ça me touche pas. En revanche, je peux croire en des puissances supérieures qui nous dépassent. Le paranormal, je peux y croire. C'est pour ça que, par exemple, tenter un Bloody Mary à minuit devant ma glace, je le ferai pas. Mais je trouve ça fascinant qu'on remette en doute ce genre de croyances, parce que je suis quelqu'un qui passe son temps à remettre en cause le monde dans lequel je vis, pour le meilleur et pour le pire, hein. Souvent les gens le prennent plutôt mal, parce que je n'ai pas une vision trop manichéenne, je suis plutôt grise. Mais c'est vrai que, ouais, c'est remettre en cause ce genre de choses, je trouve ça fascinant et j'aime beaucoup quand c'est abordé dans ce genre de... Donc voilà. Donc Nora est capoute pour le moment. Et alors que Hugo allait se faire tuer, et ben qui c'est qui vient à son secours, qui du coup a réussi à récupérer ce qu'il a appelé l'Héliasphère, et du coup qui est venu pour sauver Hugo. Hugo qui se réveille juste après parce qu'il a plus ou moins fait la paix avec les héliotropes, avec l'esprit des héliotropes qui reste en lui, euh, avec Oropo notamment. Et ouais, je trouve ça beau d'avoir qu'Oropo ait au moins eu une conclusion quelque part, qu'il ait pu faire la paix un peu avec ce qu'il est, avec son père, comme il l'appelle. Et donc, ouais. Est-ce que ça va impliquer que Hugo va avoir de nouveaux pouvoirs? Possible, peut-être, pourquoi pas. Il a quand même récupéré du coup tout ce qu'il avait balancé dans le temps et dans l'espace, dans les OAV. Et donc voilà, Kilby fait deux trois trucs, deux trois moves, histoire de détourner l'attention de Tauros. Il crée un portail et il permet à Hugo de s'échapper. Sauf que bah, l'héliasphère, c'est un peu comme l'héliacube, mais apparemment un peu plus cheaté. Tu peux pas l'utiliser sans conséquence. On avait bien vu les effets que ça avait eu sur Nox après 200 ans d'utilisation. Il pouvait plus survivre sans Wakfu, quoi. C'était un petit peu tout ça le délire. Et donc bah, l'héliasphère a complètement détruit Kid Bee, si on peut dire ça comme ça. Et j'avoue que cette scène m'a mis les larmes aux yeux. Et même d'en reparler, ça me touche parce que Kid Bee est un personnage fascinant et terriblement tragique, comme la plupart des méchants de Wakfu. C'est-à-dire que c'est un homme qui, comme le reste de sa fratrie, se réincarne à chaque fois qu'il meurt,
avec une sœur dragon, une sœur dragon. Mais à la différence de tous ses frères et sœurs, en fait, lui garde les souvenirs de ses vies passées. C'est pas juste qu'il ne meurt pas, c'est qu'il meurt, il revient à la vie, mais il se souvient de tout ce qui s'est passé avant. Et c'est à de quoi devenir complètement dingue, quoi. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est juste vivre une vie normale. Parce qu'évidemment, quand t'as vécu des milliers d'années, mais tous les trucs t'ennuient, quoi, au bout d'un moment. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. En tout cas, c'est une facette de l'immortalité qui est très souvent mise en avant dans les médias. Je ne considère pas personnellement que c'est une fatalité en soi. Je pense qu'on peut être immortel et ne pas tomber dans l'apathie la plus totale, ce qui peut donner des méchants très intéressants, je trouve. Mais ouais, lui, tout ce qu'il veut, c'est retourner dans son Dofus, en fait, en soi, pour retrouver sa sœur. Parce que ce qu'il nous expliquait en saison 2, c'est que Shinonome, c'était la seule à le comprendre. Alors on n'a jamais su jusqu'à quel point. Quelle était l'étendue de cette information? Puisque, visiblement, elle a un échange avec Kilby en fin de saison 2, quand elle est encore dans son Dofus. Donc, quand elle n'est pas censée être encore consciente, parce que pour ce qu'on en sait, Yugo et Adamai, quand ils ont essayé d'utiliser le Dofus de Kongal et de Chibi, il n'y en a aucun des deux qui leur a parlé. Donc, doit-on assumer que Shinonome a la même malédiction ou quelque chose de similaire que Kilby? Ce serait pas déconnant. Ce sont des frères et sœurs jumeaux. Donc, on a bien vu avec Ephraim et Nora qu'il y a un lien particulier qui unit les Électropes et les dragons. Donc, franchement, ce serait pas déconnant. Et bah, du coup, Kilby meurt dans cet épisode-là. Et ouais, il a un discours qui est tout mignon, qui est tout choupi, qui dit oui, bah je t'ai sauvé, on va pas en faire un plat. Il va falloir que tu trouves quelque chose pour supporter toute cette énergie, tous ces machins. Enfin, c'est typiquement le genre de le genre de truc qu'il a sorti, on est des frères avant d'être des adversaires, quoi. Je trouve ça beau. Le côté la famille l'emporte toujours sur le reste, chose à laquelle d'expérience je ne crois pas forcément tout le temps, mais c'est un idéal qui est beau à voir, quoi. Donc bah, Hugo récupère à la fois les Dofus et les Diasphères, du coup. Réussit plus ou moins à contrôler l'énergie, on sait pas trop comment, on sait pas comment ça, qu'est-ce que ça va donner. Mais il a un nouveau costume, et j'avoue que la scène de transformation, oh, c'était plutôt pas mal, ouais. Voir Hugo avec son nouveau costume, avec sa cape et tout, c'était... J'ai beaucoup de mal, en fait, à encaisser le fait que c'est Hugo qu'on a devant nous, parce que quand t'es habitué pendant 15 ans à voir petit Hugo, là, de voir Hugo adulte, qui du coup a une voix différente, mais se comporte plus ou moins comme le Hugo de base, qui en soi a déjà une vingtaine d'années, hein. C'est pas non plus, c'est plus un gamin de 12 piges, quoi, mais ah, ça fait quelque chose quand même. Donc, ouais. Et il voit du coup vite fait dans un portail Ruel. Donc on continue à nous dire oui, bonjour, Ruel existe toujours, on l'a pas oublié. Est-ce qu'il va avoir de l'importance? Non, mais c'est pas grave, il est là. Donc bon, du coup, bah, Hugo décide de retourner chez les Salidas pour aller aider Amalia principalement et le reste de son peuple. Et on conclut l'épisode plus ou moins sur les Salidas, justement, avec Amalia, enfin avec Armand qui reconnaît que bah ouais, Hugo il l'énerve peut-être un peu, mais mine de rien, il a souvent raison, ça reste un allié, et c'est bien le seul que le royaume Salida a réellement, puisque tous les autres peuples, ils ont pas pris au sérieux les annonces de Hugo, et que quelque part, il nous explique ouais, que les Salidas ont toujours été en première ligne de mire, parce que bah, les forêts Salidas sont plus ou moins le poumon du royaume des Doses, comme nos forêts, à nous sur Terre, sont les poumons de notre planète, que bah, le jour où il y aura plus d'arbres, on est quand même on va être bien dans la merde pour respirer quand même, tout petit peu. D'autant que c'est eux aussi qui absorbent le CO2 à quantité gérable, hein, pas quand on produit beaucoup plus. Et donc, ouais, il y a Amalia du coup qui vient lui parler un petit peu vite fait, qui lui dit bah écoute, si t'as un petit peu de respect pour moi, tu vas quand même m'écouter. Hugo il a été capturé et puis voilà, ça se termine un petit peu comme ça. Petite déception au niveau de cet épisode dans le sens du titre de l'épisode, puisque c'était mon roi, mon frère.
Et donc je me serais attendue vraiment à ce qu'on ait beaucoup plus de développement sur Amalia et Armand. En fait, pas du tout, ça occupe qu'une toute petite part de l'épisode, donc... Ah, quoique... J'ai mal... Ou alors j'ai mal, ce qui est totalement possible, j'ai mal interprété cette signification, parce que je pensais forcément à Amalia et Armand. Mais non, il n'y a pas que. Il y a Kimby et Hugo, puisqu'ils sont frères, et que techniquement, Hugo est le roi des Héliotropes. Oui, ça fait tout de suite beaucoup plus de sens par rapport à ce qui se passe dans l'épisode. C'est de eux que ça parlait. D'accord, j'avais pas du tout anticipé les choses comme ça. Ah, ça rend ça d'autant plus triste. Oh là là. Ouais, j'ai hâte de voir comment va se terminer cette saison. Vraiment, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Hugo devenu roi, avec Hugo adulte, avec... J'ai vraiment hâte. Et donc, bah là, voilà, il reste 3 épisodes, donc on attaque la dernière grosse heure, la dernière ligne droite. Sur ce, les gens, eh bah, moi je vais m'arrêter là. On se retrouve pour l'épisode 11 de la saison 4 de Wakfu. Portez-vous bien. Bye.